Bien, alors on va travailler sur une table qui est une table très simple. Donc c'est une base de données qui a une seule table, une seule relation qui s'appelle versement et qui contient quatre attributs. Un attribut qui s'appelle numéro, un qui s'appelle ID, un qui s'appelle prénom et un qui s'appelle salaire. Ok. Donc c'est simple à comprendre. À chaque numéro, vous rentrez un salaire et puis vous dites à qui il appartient. Donc par exemple, le numéro 1, c'est Paul qui a touché un salaire de 20 000, on ne précise pas l'unité. On n'a qu'à dire que on va dire que c'est des roubles. D'accord. Donc Paul a touché 20 000 roubles, etc., etc. Alors après, on va poser tout un tas de questions à cette base. Par exemple, ici, là, on peut distinguer les 9 et les 10, là. Il y a deux bons hommes qui ont le même prénom, mais en fait, c'est pas les mêmes. Pourquoi c'est pas les mêmes? Parce qu'ils n'ont pas le même même identifiant. Et puis, par exemple, lui, là, le deuxième, là, celui-là, eh ben, il apparaît aussi ici. Donc, du coup, on va pouvoir poser des questions. Par exemple, une question, c'est est-ce que lui, quelle est la somme totale qu'il a touchée, par exemple. Donc ça va nécessiter de poser des questions via le langage SQL avec ce qu'on va appeler les fonctions d'agrégation. Donc c'est le dernier paragraphe qui restait à voir, qui est un petit peu avant. Tac, et ici c'est le grand 8. Je crois qu'on avait tout à fait fini le grand 7. Oui, ordonnées triées. Oui, on avait tout fini ça. Alors, première chose qu'on peut faire, la première fonction d'agrégation qu'on va utiliser, c'est la fonction qui s'appelle count. Et on peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc ça va compter les occurrences. Donc, par exemple, si vous avez 15 lignes dans votre tableau, vous allez pouvoir obtenir le nombre d'occurrences comme ça. Donc je fais select count étoile from versement, ça va me donner le nombre total d'occurrences qui correspond au nombre de lignes de la table. Donc ça c'est assez facile à comprendre. Donc là on va juste compter les occurrences. Et puis après on peut rajouter des conditions. Alors, je vous rappelle la structure de base d'une requête. Select quelque chose, from quelque chose, where quelque chose. Ça, c'est la structure de base qu'on avait vue la semaine dernière. Le select va effectuer la projection sur les attributs. Le from vous précise de quelle relation vous parlez. Et le where va vous fixer tout un tas de conditions. Alors, donc par exemple, si je veux chercher la liste des salaires supérieurs à 20 000, alors c'était pas des roubles, c'était des euros, à 20 000 euros, bah, je fais le nombre de salaires supérieurs à 20 000 euros, je fais select count étoile, mais pas juste from versement, je fais from versement et je rajoute cette condition-là. D'accord. Donc quand je vais faire ça, le versement where salaire supérieur à 20 000, le SQL il va générer une table réduite dans laquelle il n'y aura que les occurrences qui valident cette condition. Et après il va compter le nombre d'occurrences obtenues. D'accord. Donc ça vous permet vous avez une liste, vous voulez le nombre de fois qu'il y a un truc supérieur à quelque chose qui apparaît, ou un truc inférieur, ou un truc égal, vous pouvez le faire différemment. Vous allez pouvoir faire ça comme ça. Ensuite, une situation qu'on a vue dans la table au début, il y avait plusieurs personnes, il y avait une même personne qui apparaissait plusieurs fois. Donc, la requête d'après, c'est je compte combien il y a de personnes différentes dans la base. Non, on n'a pas besoin de les définir. Parce que salaire, c'est un des attributs de la table. Si je remets la table, attendez, elle est en bas. Vous voyez, c'est le dernier attribut de la table. D'accord. Donc il sait ce que c'est. Il sait que c'est déjà un attribut. Ok. Soit dit en passant. Attendez, je suis allé trop loin là. Non, ici. Soit dit en passant. Hop. Ici, au lieu d'écrire salaire, alors là ça sert à rien parce qu'il n'y a qu'une seule table. Mais je pourrais écrire, comme on a vu la semaine dernière, versement. Il n'est pas clair mon truc. Versement.salaire. Pour faire référence à la table versement. Ok. Donc si je veux le nombre d'occurrences différentes, donc là c'est sur l'exemple du nombre d'employés différents, je vais faire
encore un count, mais au lieu de faire count étoile, je vais faire count. Alors ici c'est distinct ID, donc distinct ID c'est parce que ID c'est le nombre d'identifiants. Je suis obligé de laisser le from, parce que si vous ne mettez pas le from, vous ne savez pas quelle table vous interrogez. Et même s'il n'y a qu'une seule table, il faut quand même dire à l'ordinateur quelle est la table que vous interrogez. D'accord? Le plus simple, sur le drive, je vais déposer toutes les bases, je crois que je les ai déjà mises certaines, toutes les bases de données qui sont sur ce cours-là. Et le plus simple, en fait, si vous voulez apprendre le SQL, bah, c'est comme quand vous commencez à apprendre Python, il faut faire les syntaxes. Même si on écrit versement.salaire, Charles, ouais. Parce qu'en fait, versement.salaire, ça fait référence à un attribut, ça ne fait pas référence à une relation. Ok? De toute façon, la structure de base, c'est select from. Si vous mettez que select tout court, ça ne marche pas. Si vous mettez que from, ça ne marche pas. Il faut select et from. Si un jour on vous pose une question sur SQL, vous commencez par écrire select from where. Et votre TP va nous faire travailler les syntaxes. Oui, alors le TP, on va travailler sur une base qui est une base très simple, et vous allez essayer de poser des questions à la base de données. En fait, le but, c'est que vous tapiez des requêtes. Alors, en gros, le but, vous tapez des requêtes simples, et vous essayez de le faire vous-même pour que ça vous débloque. Parce que lire des requêtes qui sont écrites sur un poly, ça a l'air facile comme ça. C'est pas le faire vous-même, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire des erreurs de frappe et des choses comme ça. Ok. Alors donc du coup là j'ai rajouté la clause qui s'appelle distinct ici. Je peux la dissocier de count. Je peux faire par exemple si je veux juste éviter les répétitions, je peux faire select distinct id from versement sans les compter. J'aurais juste les différents identifiants. Donc ça c'est un truc qui va nous permettre, voilà, donc c'était je compte combien de fois apparaît telle information. Après, je peux être amené à faire des calculs de base. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le SQL, c'est pas un langage qui est développé pour faire des calculs, mais qu'il y a quand même quelques fonctions de base qui vous permettent de poser des questions. Par exemple, là, on avait un exemple d'un ensemble de salaires versés par une entreprise. La première question que va se poser l'entreprise, c'est quelle est la somme totale des salaires qu'ils ont sortis ce mois-ci. D'accord? Et bien ça, vous pouvez le faire directement par une requête en SQL. Donc il y a plusieurs commandes. Alors attention, les commandes que je vous présente ne sont pas exhaustives. Je vous en montre certaines. Après, à l'usage, je vous en verrai peut-être d'autres. Sachant que c'est celle que je vous montre, en gros, c'est celle dont vous avez besoin pour répondre aux questions des sujets de concours. Alors il y a la commande AVG pour average, c'est la moyenne, min, max. Bon, c'est facile à comprendre. Hein. Le salaire moyen, le salaire min, le salaire max. De la table versement. Voilà. Et là, il va me retourner le salaire moyen, le salaire min et le salaire max, tout bête. La somme de tous les salaires, ça se fait avec somme de la table versement. Très simple. Alors ensuite, un petit peu plus technique. Donc là, j'ai pris toute la table. Maintenant, imaginez que vous vouliez, dans la table, la somme des salaires versés à chaque personne. Donc par exemple, si je reviens sur la table ici, donc vous voyez que l'idée 10, là, lui, là, il apparaît une fois, deux fois. Il y en a un qui apparaît encore deux fois. Il y a le 2, là. Lui, le 2, là, il apparaît ici et ici. Et le 4, il apparaît ici et ici. Je veux faire une requête qui me donne le salaire total touché par Allen, l'idée 2. Donc ça va me retourner 15 plus 25, ça va me retourner 40 000. 40 000 pour Allen. Et puis ça va me retourner pour lui, là, pour James machin, là, ça va me retourner 20 000. Ça, c'est un truc qui se fait en deux temps. Alors le distinct, il me sert à... Par exemple, si je fais select distinct ID from versement, il va me retourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va me retourner 10 lignes et il ne va pas m'écrire la ligne 4, la ligne 2, la ligne 10. C'est pour éviter les répétitions. Par exemple, si là-dedans, là, vous voyez, en fait, il y a des employés qui apparaissent deux fois. James, il apparaît deux fois, Allen, il apparaît deux fois, et l'autre, je ne sais plus qui c'est, Marc, il apparaît deux fois. Si je veux savoir combien il y a d'employés dans cette entreprise avec cette table, il n'y en a pas 13. D'accord? Il y en a 3 de moins, il y en a 10. Donc je vais faire une requête avec distinct pour ne compter que les
les lignes différentes en fait. Lucas, c'est bon ou pas? Alors, oui, mais le but c'est de compter le nombre d'employés s'appelant James. Alors ça dépend, en fait, ça dépend quelle est la question, c'est toujours pareil. D'accord. Donc, en fait, là, la question par exemple, c'est je vous dis, ok, combien il y a d'employés différents? Comment vous faites pour répondre à cette question? Bah là, vous allez faire avec distinct. Et Léo avec distinct, ça envoie la première occurrence. Alors, pas forcément. En fait, ça dépend comment a été codée la base informatiquement. Donc, c'est pas dit que ça renvoie tout le temps la première occurrence. En l'occurrence, en fait, des fois, SQL fait des trucs qui sont un peu difficiles à prévoir parce que vous n'avez pas accès à comment ça a été codé derrière. Donc, je ne serais pas certain que ça retourne pour toujours la première occurrence. Ok. Du coup, tac, je reviens en arrière. Alors, attendez, j'étais perdu par là. Voilà. Donc là, la question qui est dans regroupée ici est un peu différente. Donc vous aviez la table avec plusieurs occurrences. Certaines occurrences font référence à la même personne. Et vous voulez commencer par regrouper les occurrences qui font référence à cette même personne. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vouloir obtenir, par exemple, le salaire total reçu par cette personne. Ça va se faire avec le mot-clé group by. Alors la syntaxe c'est select, from, versement, et après le from on met group by. Donc si je fais ça, group by id, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé par id, donc ici par identifiant. Et qu'est-ce que je lui demande de retourner? Je lui demande de retourner la somme des salaires. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un partage de la requête. Hop. Ce sera plus simple à tester. Et puis comme ça, je vais vous la faire varier un petit peu et vous allez voir ce qui se passe. Il est où? Attendez, je trouve pas quelle est la bonne requête. Ça s'appelle comment mon truc? DB browser machin. Ah, c'est celui-là. Hop, voilà. Je pense que c'est la même table que celle que vous avez. Donc du coup, je vais exécuter la commande là, qu'on vient d'éditer. Donc je vais faire select sum salaire as machin. Là. Alors je vais la taper directement, vous allez voir. Donc on va essayer de taper exactement celle qui était dans le poly. Hop, on va se mettre comme ça. Donc je fais select. Je vous rappelle que SQL n'est pas sensible à la casse, mais que je mets en majuscule les mots-clés pour les distinguer. Prénom, versement. Ah, pardon. Go by, ID. Hop. Donc là, la réponse à cette requête, vous voyez, alors j'ai fait somme salaire as total. Si j'enlève as total, ça c'est juste un renommage, il m'écrit somme salaire, donc c'est pas hyper pratique. Donc je remets as total. C'est juste pour faire joli. Et je vois que Paul, il a touché au total 20 000, Allen, il a touché 40 000, etc. Et par contre, il y a deux gems différents qui correspondent si je remets comme ça, hop, vous voyez, c'est pas les mêmes identifiants. Maintenant, on compare avec si j'enlève le group by id là. Donc je fais juste ça. Dans ce cas-là, il fait quoi? Il me retourne juste une seule occurrence. Et en fait, cette occurrence, c'est la somme de tous les salaires. Et finalement, vous voyez, il a mis id égale 10, prénom égale James, mais ça n'a pas de sens. Alors, je peux l'exécuter plusieurs fois, hein, c'est pas un problème. Le fait d'avoir mis ici l'identifiant et le prénom, ça n'a aucun sens. Donc j'ai posé une question. Le but de la question, c'était tu me retournes la somme de tous les salaires de tout le monde. Finalement, préciser un prénom, je te donne n'importe quel prénom dans ce cas-là. Donc là, le terme group by, il va permettre de donner du sens aux autres attributs que vous allez afficher. Tac. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre en place des conditions comme on a fait quand on a fait par exemple quand on a fait ça. Par exemple, je peux faire select salaire, prénom, from versement, where salaire supérieur à 10 000. Là, il me retourne que les salaires supérieurs à 10 000. D'accord? Mais il me retourne que les versements one-shot supérieurs à 10 000.
Si je veux les totaux supérieurs à 10 000, il faut déjà que je récupère le total personne par personne. Donc je suis obligé de faire la première ligne, cette syntaxe-là. D'accord? Et en fait, je vais pouvoir rajouter une condition du même type que la condition where ici. Mais ça va se rajouter avec un mot-clé qui n'est pas le mot-clé where, qui est un mot-clé différent, qui est le mot-clé having. Donc on va enlever ça. Tac. Je vérifie parce que je crois qu'il y a un message. Ça fait quoi si vous enlevez le ID au début de la première requête? Et bien on va regarder, vous allez voir, ça ne va pas faire grand chose. Hop. Ça fait juste que ça m'affiche ici seulement total et prénom, ça ne m'affiche pas le ID. Je peux enlever aussi prénom si je veux. Là j'ai que les totaux. Bon, c'est moins lisible, hein. D'accord? Ce que je mets après select, c'est les colonnes que je vais vouloir afficher. Qu'est-ce que je vais garder comme colonne? Alors, après je peux faire ça. Hop. Comme ça. Là, je les ai regroupés par ID, donc les identifiants sont dans l'ordre. Et j'ai supprimé plusieurs identifiants. Mais par contre, j'ai pas fait la somme. Donc par exemple, alors attendez, on va regarder sur les deux derniers. Là, j'ai 5000 et 15000. Si je refais la somme, hop, sur les deux derniers, j'ai 5000 et là, il y a 20 000. Pourquoi il y a 20 000? Parce que là, en fait, l'identifiant 10, il avait deux occurrences. Et donc, quand j'ai juste mis comme ça, select salaire, etc., sans préciser la somme, il a pris une des deux occurrences. Et j'ai aucun moyen de contrôler quelle est l'occurrence qu'il va choisir. Le fait que ce soit 15 000 et pas 5 000, c'est complètement aléatoire. D'accord? Ça range juste les idées par ordre croissant. Même pas forcément. Alors on va vérifier, parce que là je les ai pas affichés. Ouais, si, là c'est bon. Après, si vous voulez les ranger, il faut utiliser order by. Comme on avait vu la semaine dernière, ça on l'avait déjà vu. Tac. Je fais un peu de frappe là. Hop. Donc là je les ai triés par ID ascendant ou alors descendant. Dans l'autre sens. Ok. Là, le groupe by, il sert à rien, effectivement. Le groupe by, il va servir que si vous voulez faire une fonction d'agrégation. Donc Alexis, vous avez raison, si je ne mets pas le somme ici, ça n'a aucun intérêt. En fait, le groupe by, c'est quand vous voulez, à partir d'une table, extraire des informations, trier des informations et faire un calcul sur ces informations. Donc une somme, une moyenne, un min, un max, etc. Mais sinon, il ne sert à rien. Sinon, j'en ai pas besoin. Ok? Alors du coup on va revenir là, donc voilà, group by, alors order by, ça c'était pour répondre à la question de Lucas. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rajouter, donc j'enlève ça, je vais passer à la ligne, ça sera plus propre. Hop. Je peux rajouter une condition. Donc je peux rajouter par exemple, est-ce que la somme de mes salaires, elle est supérieure, alors je ne sais plus ce que j'ai mis dans le texte, je crois que j'ai mis 20 000, comme ça. Et là il me sort juste les identifiants qui ont un salaire supérieur à 20 000. D'accord? Après, on peut faire tout un tas de choses. On peut faire, par exemple, comme ça. Hop. Ah non, ça marche pas. Ça fait un truc bizarre. Ça, c'était un peu idiot, ça. C'est max de somme. Je sais pas si ça va marcher, ça. On peut commencer à jouer. Là, il est pas content. Non, là j'ai fait un mélange de trucs, ça marche pas. Tac. Donc ça, cette requête, elle était pourrie. Elle marche pas. On va laisser la somme. Tac. Donc on va laisser comme ça. Hop. Donc là, j'ai tous les salaires supérieurs à 20 000. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc ça, c'était en bas de la page 18, cet exemple-là. Alors, il y a un exemple de situation qui ne marche pas, que je vais vous remettre en mettant le poli. Tac, tac.
Alors, attends, mais le group by ça veut rien. Le having remplace. Oui. Alors le having, en fait, il complète la requête quand vous avez utilisé un group by. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire select from having. C'est select from where group by having. C'est ça l'ordre. D'accord? Alors des fois, vous faites select from sans where. Ça, vous avez le droit. Vous avez le droit de faire select from group by having. Mais vous n'avez pas le droit de faire select from group. Attendez, je dis pas de bêtises. Select from having group by where. Ça marche pas. C'est select from where group by having. C'est ça l'ordre. D'accord? Et vous allez utiliser having seulement si vous avez le mot-clé group by. Alors, un exemple de situation qui ne marche pas. Donc, select somme salaire as total, prénom, from versement, where somme salaire supérieure à 10 000, group by ID. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que la clause where, elle ne s'applique pas à des tableaux. Elle s'applique que à des éléments simples. D'accord? Et donc, du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors après, il y a une autre... voilà, donc là, la dernière ligne, c'est un exemple de situation où j'ai besoin de tous les mots-clés en même temps. Donc je veux le versement total par employé seulement s'il dépasse 10 000 euros et qu'il s'appelle James. Comment je fais ça? Donc j'ai besoin de trouver le versement total par employé. Seulement pour les employés qui s'appellent James. Donc je commence par... alors c'est select from where group by having. Le where, ça va être la condition, le bonhomme s'appelle James. Donc là, on va le mettre comme ça. Where prénom égale James, ça correspond à cette condition-là. Je veux le versement total. Donc le versement total, il y a forcément un moment où vous allez devoir écrire la fonction somme, qui est ici. Donc ça va être lié à ça. Vu que vous voulez le versement total par employé, le par employé, il fait référence au groupe by. Uniquement s'il dépasse 10 000 euros, ça fait référence au having. D'accord? Donc ça fait une requête qui est grosso modo une requête quasiment la plus compliquée que vous pouvez être amené à faire. Voilà, donc ça clôt les requêtes qu'il faut que vous maîtrisiez. Donc à retenir, requête simple, select from where. Autre requête à savoir faire, c'est les jointures. Et après, compter les fonctions d'agrégation. C'est les seules choses qu'il faut que vous arriviez à poser. C'est les seules choses dont vous aurez besoin sur les bases de données. Petit complément sur la notion de base de données. Donc ça n'a rien à voir avec SQL, c'est un peu plus général. Alors c'est les informations sur l'architecture 3 tiers. Donc 3 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Donc en fait l'idée c'est, là quand vous lancez votre logiciel de base de données, vous faites tout en même temps. Vous êtes en même temps le créateur, en même temps l'utilisateur et en même temps l'interface entre les deux. Ça pose des problèmes de sécurité. Par exemple, si vous faites une requête qui supprime une ligne, après la ligne elle est définitivement supprimée. Donc en général, on sépare qui a le droit de faire quoi physiquement, donc physiquement par des ordinateurs différents, et géographiquement, c'est même pas au même endroit. Donc c'est le principe de l'architecture 3 tiers. Le premier tiers, c'est l'utilisateur, donc c'est vous, c'est votre machine. Oui, effectivement, j'en avais déjà parlé en début d'année, ça, ouais. Le dernier tiers, c'est les données elles-mêmes, que vous ne voyez pas. Donc par exemple, alors vous en entendez parler de temps en temps des données, par exemple, assez régulièrement, on entend tel site a subi un piratage massif, il y a des données qui sont parties dans la nature, c'est la partie dernier tiers, ça. Et un petit tiers applicatif, qui est un petit logiciel qui va vous permettre d'interroger votre base de données. D'accord? Exemple de logiciel très très simple, vous lancez un moteur de recherche, on va dire, on va faire du politiquement correct, vous lancez Quant par exemple, vous posez une question. Quand vous posez une question, alors c'est pas directement écrit en langage SQL, mais ça marche sur ce principe-là, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de toute l'information sur votre machine, vous posez une question qui est envoyée à un serveur, et ce serveur envoie une réponse à cette question.
D'accord? Alors, il y a un exemple sur la page du site de classe, quand vous voulez voir la liste des programmes de colle. Donc, la liste des programmes de colle, c'est une petite requête SQL qui est liée sur la page du site de classe. Pourquoi ça c'est important? Parce que du coup, le point clé c'est celui-là. L'utilisateur ne peut pas accéder aux données. Et ça c'est clé en termes de sécurité. Si votre base elle est bien protégée, l'utilisateur il peut que poser des questions, mais il ne peut pas corrompre les données intentionnellement ou non intentionnellement. Hein. Il ne peut pas effacer, modifier les données. Autre point clé, la façon dont vous posez les questions, c'est un entre guillemets petit logiciel. Donc du coup, c'est un logiciel qui ne prend pas beaucoup de place en mémoire et que vous allez pouvoir installer sur des machines qui ne sont pas forcément très puissantes. Vous n'avez pas besoin d'une machine très puissante pour poser une question à une base de données. Vous avez juste besoin d'un client et d'une connexion Internet, typiquement. Ou alors d'une connexion intranet si vous êtes dans un réseau d'entreprise. Et vous allez pouvoir connecter plein de clients sur plein de petites machines qui vont interroger le serveur. Et du coup, ça va permettre de partager des données entre beaucoup d'utilisateurs. C'est quoi une machine pas puissante? Oui, un portable, typiquement. Votre machine à vous. D'accord? C'est pas un super calculateur. Mais par contre, quand vous allez interroger, par exemple, quand vous envoyez une requête sur un moteur de recherche, ça nécessite un certain nombre de calculs avant que vous ayez la réponse. Et ces calculs ne seraient pas accessibles à votre machine à vous. Et ils nécessitent des serveurs un peu plus puissants que ce que vous avez. Et du coup, ça permet de déporter le risque. En fait, tout le risque, il est déporté vers le serveur. Et l'utilisateur, lui, il se rend compte de rien. Alors, ça pose des questions de protection du serveur. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'attaques informatiques ou de choses comme ça. Donc, un exemple type d'attaque informatique, c'est, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en anglais, mais c'est l'attaque où vous envoyez des requêtes, des millions de requêtes pour bloquer le serveur. C'est-à-dire vous envoyez d'un coup tellement de requêtes que le serveur il n'arrive plus à répondre. D'accord? DDoS. Il y en a qui ont déjà pratiqué, je vois. Ok, donc ça c'est un exemple d'attaque. Alors ça a l'air de rien, mais des fois, si votre serveur il est bien configuré, pas tant que ça. Si votre serveur il est bien configuré, il peut bloquer ce genre d'attaque. D'accord? Je vous donne un exemple tout bête. Alors je sais pas si je l'ai fait cette année, mais une année sur le dossier de Drive, Google Drive, j'ai écrit un petit script qui générait 50 dossiers différents. Et ça n'a pas marché parce que du coup j'envoyais 50 requêtes d'un coup et il pensait que j'étais un robot qui cherchait à pirater la base de données. Ok, bon voilà, c'est parce que c'était bien protégé. C'est quoi ça DDoS? Vous regarderez. Le but c'est pas que vous que vous deveniez expert en piratage informatique, mais soit vous allez chercher à rentrer dans la base de données pour récupérer les données, soit en gros vous essayez d'aveugler la base de données pour qu'elle ne puisse pas répondre aux vrais clients. Donc si vous voulez que la base de données ne réponde pas au vrai client, il suffit de la saturer de questions. Et comme ça, le bonhomme qui vient poser la vraie question, il n'arrivera pas. Ça sera noyé parmi la saturation de questions. Ok. Ça arrive. Tiens, par exemple, un exemple d'actualité. Vous avez peut-être remarqué qu'on avait en ce moment une crise du coronavirus, tout ça. Il y a une base de données qui recense le nombre de malades là, tous les jours, qui est mise à jour une fois par jour vers, je sais plus, 19h ou 19h30. Si vous vous connectez juste au moment de la mise à jour, comme il y a beaucoup de gens qui se connectent dessus, et plutôt que d'accéder à la page, vous vous retrouvez sur une espèce de liste d'attente. Le temps que les requêtes soient exécutées dans l'ordre d'arrivée. Ça, c'est une situation où, pour éviter de crasher le serveur, on vous connecte entre guillemets sur un autre serveur avec une petite liste d'attente. Voilà, le lien avec Python. Alors le lien avec Python, c'est pas explicitement au programme, mais on en parle un tout petit peu et on va en parler un tout petit peu dans le TP qui vient. En fait, vous pouvez connecter SQL avec Python en envoyant des requêtes, et les requêtes, ça va être des chaînes de caractères. Donc il y a une librairie qui s'appelle SQLite 3 qui permet de faire ça, qui permet dans un programme Python de discuter avec une base de données
Et l'idée, c'est de récupérer les informations de la base de données pour pouvoir en faire quelque chose. Donc typiquement, nous, par exemple, on va récupérer des données chiffrées pour pouvoir faire des tracés, des moyennes, des choses comme ça. Et là, vous avez besoin et de la base de données, parce que c'est elle qui contient toutes les infos, et de Python pour pouvoir faire des traitements un peu plus élaborés que, par exemple, si je veux calculer une somme, je peux le faire avec SQL. Mais si je veux extraire une racine carrée ou faire une régression linéaire ou des choses comme ça, SQL, il n'est pas fait pour ça. Donc là, il faut que j'ai une interaction avec un autre, euh, un autre logiciel, en l'occurrence avec Python qui le fera. Et donc une fois que vous aurez vu ça, vous serez capable informatiquement de faire quoi? D'aller lire des données d'une base de données, de l'alimenter au passage, et donc de garder ces données-là, et après de les utiliser pour faire des traitements. Et ce qui est intéressant, c'est que les données, vous pouvez les garder à part du traitement. Et vous pouvez séparer les fichiers de traitement des fichiers de données. Et en gros, une fois que vous avez fini ça, vous avez toutes les bases qui servent pour faire de l'ingénierie numérique, tout ce que vous voulez. Est-ce que je peux réexpliquer les jointures? Oui, je peux réexpliquer les jointures. À quel moment il faut que je reprenne? Alors, je vais revenir. Est-ce que le produit cartésien, c'est bon pour vous? Je reviens à la jointure. Hop. Tac. Avec si produit cartésien, c'est compris ça ou pas? Non, ça fait pas n'importe quoi. Oui, alors. Ça fait n'importe quoi au sens, ça ne trie pas les informations. Donc le produit cartésien, pour vous rappeler, vous avez... attendez, je vais faire un petit dessin, ça sera plus pratique. Hop. On va faire avec un schéma. Donc l'idée, c'est vous imaginez que vous avez une première table, que je vais appeler T1, qui a deux attributs, A, B. D'accord? A, c'est... peu importe. On va dire que A, c'est la clé primaire, mais c'est même pas important. Et les valeurs, c'est... Alors je mets n'importe quoi. 1, 2... On va mettre des lettres. 1, F, 3, G, 4, H. Ça, c'est la table 1. J'ai une deuxième table, table 2, avec des attributs C et D. C, c'est 3, 4, 7. Et D, c'est, je sais pas, Z, ZZ et H. Donc ça, c'est mes deux tables. Si je fais le produit cartésien, donc le produit cartésien de la table 1 par la table 2, ça me génère une très grande table qui va contenir comme attribut A, B, C et D. Alors là, je souligne parce que c'était les clés primaires des tables 1 et 2, mais c'est même pas important ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour A et B? A et B, il y a un F. Mais sauf que, qu'est-ce que je vais mettre en CD? Je vais mettre 3Z, et puis après je vais reporter. Donc 1F, 4ZZ, 1F, 7H. Et après je fais pareil avec la deuxième occurrence de la table 1. Donc ça me fait 3G, 3Z, 3G, 4ZZ, et 3G, 7H. Et je continue avec la dernière. Donc 4H, là je vais plus avoir toute place. 3Z, je vais l'écrire, je sais pas où, on va l'écrire au-dessus là. Je finis là. 4H, 4ZZ, 4H, 7H. Ça c'est le produit cartésien des deux tables. Ok? Oui, vous pouvez dire ça. Ouais, exactement. Donc ça vous génère une table énorme. Sauf que dans cette table, moi ce qui va m'intéresser, c'est pas. Il y a des tas de relations qui n'ont aucun sens. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la table 2, si votre base a été bien construite, il y a un lien entre la table 2 et la table 1. Elles ne sont pas indépendantes. C'est quoi le lien qui va relier la table 2 à la table 1? C'est une clé étrangère de la table 2 qui pointe vers la table 1, qui fait référence à un des attributs de la table 1. Donc exemple,
Là, mettons que C, ça, c'est la clé étrangère. Donc j'ai la table 1 qui est comme ça c'est la table 1. La table 2 qui est ici. Si je fais un petit schéma comme ça. Et il y a une relation qui lie la table 1 à la table 2 via la clé étrangère C. Et la clé étrangère C, elle fait référence à quoi? Elle fait référence à A. Donc il y a un lien entre C et A. A de la table 1 et C de la table 2. Donc, par exemple, on avait vu ça sur les identifiants la semaine dernière. C, c'est le numéro qui fait référence à un auteur, et A, c'est le numéro qui fait référence à l'auteur dans la table d'avant. On a vu ça comme exemple. Du coup, dans mon produit cartésien, il y a des tas de situations qui ont un sens en termes de produit cartésien, mais qui n'ont aucun intérêt et qui n'ont aucun sens pratique. Exemple, pourquoi j'ai plus mon truc de couleur, voilà, tac. Celle-là. D'accord? Dans celle-là, la valeur de C n'est pas compatible avec la valeur de A. Donc, quand on va faire une jointure, on va faire le produit cartésien et en plus, on va rajouter une condition d'égalité entre un attribut de la première table et un attribut de la deuxième table. Et on va éliminer tout ce qui n'est pas, tout ce qui vérifie pas ça. Donc, je fais le produit cartésien et j'élimine. Donc, à chaque fois que j'ai A différent de C, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est sans intérêt. Sans intérêt. Ok? Et du coup, je fais quoi? J'élimine. Tac. Donc celui-là, il marche pas. Celui-là, il marche pas. Celui-là, il marche pas. Celui-là, c'est bon, je le garde. Celui-là, il marche pas. Celui-là, il marche pas. Celui-là, il marche pas. Celui-là, je le garde. Celui-là, il marche pas. Et ça me fait une table réduite qui permet de croiser les informations de la table 1 et de la table 2. Donc là, par exemple, ça va vous permettre de connecter ça, qui était ici, avec ça, qui est ici. Ok? Et le principe de la jointure, c'est ça. Le principe de la jointure, c'est que vous avez des informations. Alors là, je l'ai fait sur 2 tables, mais vous pouvez généraliser à 3, 4, 50 tables si vous voulez. Et vous allez recréer une table qui croise les informations de ces 2 tables. Qui joint les informations de ces 2 tables. D'où le terme jointure. Ok? Alors ensuite, le programme se limite à ce qu'on appelle les jointures symétriques. La jointure symétrique, c'est justement ce que je viens de dessiner, à savoir, je garde que le cas où c'est la même chose à gauche et à droite. Ok? Alexis, c'est bon pour ça? Ouais, ça a l'air bon. Alors ensuite, Lucas, l'utilité du group by. L'utilité du group by, c'est, je vous donne, par exemple, je vous donne la liste des joueurs du Paris Saint-Germain, et je vous donne la liste des salaires qu'ils ont reçus chaque mois, et je veux le salaire total touché par chaque joueur. Ok? Donc je vais avoir quoi comme info? Moi, je vais avoir une table avec premier joueur. Alors, je ne connais pas le nom des joueurs du Paris Saint-Germain, mais peu importe. Premier joueur, il a touché tant. Deuxième, il a touché tant. Troisième, il a touché tant au mois de janvier. Puis après, je vais avoir pareil au mois de février. Puis pareil au mois de mars. Puis pareil au mois d'avril. Si je veux le salaire total touché par un joueur, il faut que je somme le salaire du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, du mois d'avril, etc. Joueur par joueur. Donc, ça, group by, il va servir à ça. Donc, group by, il va servir à regrouper les salaires du joueur Intel pour pouvoir après faire des fonctions d'agrégation, donc faire typiquement calculer le salaire somme. C'est ça l'utilité de group by. C'est qu'on voulait faire une opération mathématique sur plusieurs occurrences. D'accord? Et Cyprien, alors group by, du coup Cyprien, je viens de répondre. Et order by, c'est juste quand vous voulez afficher vos résultats. SQL, de façon générale, peut vous les afficher n'importe comment. Et order by vous permet de les trier. Donc je vais pouvoir trier par ordre alphabétique, je vais pouvoir trier du plus petit au plus grand. C'est une fonction de tri en fait ça. Ok? Alors le distinct idée du dernier point 8.1 il sert à rien, peut-être. Attendez, je vérifie. Le point 8.1. Je me remets au point 8.1. Attendez, je suis pas au bon endroit. Si, alors attendez, on va faire la différence. Regardez.
Donc je vais la refaire la requête, puis on va comparer. ID. C'était transversement. Je crois que c'était prénom. Comme ça. Est-ce que je l'ai bien tapé? Tac. Et si je fais comme ça. Alors regardez la différence entre les deux. Ah oui, pardon, attendez. Effectivement, si je vous mets pas le bon truc, ça marche pas. Hop, hop. Donc première requête, je fais celle-là. Donc je fais juste count id from versement where prénom égale James. D'accord? J'exécute. Non, c'est pas mon truc. Hop. Il me répond 3. 4, pardon. Count id 4. Si je fais count distinct id, j'exécute. Là, il n'y en a plus que 3. D'accord? Parce que si je parcours les données, alors il est où James? Il y en a un qui est ici, c'est l'identifiant 7. Un qui est ici, c'est le 9. Un qui est ici, c'est le 10. Et il y en a un autre qui est ici, c'est le 10. Donc si je fais juste count id, il m'a fait 1, 2, 3, 4. Si je fais count distinct id, il a fait 1, 2, 3. Et il n'a pas fait 4 parce qu'il y avait déjà id, parce qu'ils ont le même id. D'accord? Donc ça vous permet par exemple de compter le nombre de joueurs de l'équipe du PSG. C'est bon? Alors il y a plusieurs James, oui c'est ça. En fait là dans cet exemple-là, le James qui est l'identifiant de 10, il a touché 2 salaires, alors que les autres n'en ont touché qu'un. Il a été payé 2 fois, alors que les autres ils n'ont été payés qu'une fois, ils ont été virés après. D'accord? Alors du coup si c'est bon, on va commencer à travailler sur le TP. Alors je vous présente juste le texte du TP rapidement, vous allez voir c'est assez court. Tac. Alors normalement vous avez installé SQLite Browser, donc ça j'espère que c'est bon. Tiens, je vais faire un petit sondage pour vérifier. Tac, juste pour voir combien on réussit à faire cette install là. Normalement c'est assez facile celle-là, ça devrait marcher. Alors comment on l'ouvre? Ça dépend de votre OS, mais c'est un programme qui s'appelle, normalement il s'appelle DB Browser for SQLite. Donc vous cherchez un truc qui s'appelle DB Browser for SQLite. D'accord? Ceux qui ne sont pas OK, vous êtes sous quel OS? Alors je vais te poser une autre question du coup. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, j'entends cliquer, c'est bien. Alors attendez. Tac. Alors si vous n'avez pas réussi à installer le logiciel, donc on va réessayer là pendant la séance. Je vais juste lancer la séance, ceux qui sont bloqués, on va essayer de se débloquer ensemble. Sinon, je vous ai mis dans le mail, un lien qui permet d'aller exécuter directement via un navigateur internet. Ça normalement, Cyprien, vous laissez tomber, vous n'avez pas besoin. C'est pas tout à fait le même langage, je crois. Ok. Donc vous lancez votre logiciel, juste pour vérifier qu'il tourne, et puis vous allez récupérer sur le drive le texte du TP que je vais projeter. Alors les 6 qui n'ont pas répondu, ils sont partis aux fraises. Et donc le texte du TP, il est là. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Je me suis planté. Hop.
Alors, tac, tac. Attendez, il y a une question qui est arrivée. Et Léo, il est dans le mail que je vous avais envoyé. Alors ça c'est alors de l'autre Léo, ça c'est pour installer SQLite Browser. Et sinon, je vous avais envoyé un mail avec un site qui permet de taper directement ces requêtes en ligne, si vous l'avez pas. Ok. Si vous ne le retrouvez pas, je vous le renverrai tout à l'heure. Alors, dans ce TP, vous avez donc sur le drive de la classe, dans le dossier info TP, il y a un dossier qui s'appelle BDD pour base de données, qui contient deux fichiers. Un fichier qui s'appelle etapsco.csv et un autre qui s'appelle etapsco.sqlite. Le .csv, c'est un fichier texte. CSV, c'est comma, séparité, virgule. Et le but, c'est qu'on importe ce fichier texte pour créer une base de données. Donc, vous récupérez ce fichier-là et vous le mettez sur votre bureau à vous. Ok. Une fois que vous avez récupéré ça, et bien vous allez importer la base de données. Et puis après, le but, c'est que vous la manipuliez un petit peu tout seul. Donc il y a toute une liste de questions qu'on va vérifier ensemble. Alors le texte, il est écrit pour Linux, mais c'est pas grave, ça marche même pour les autres OS, c'est pas un problème. Et le but, c'est que vous arriviez à ça. D'accord. Le fichier etapsco.csv qui est dans le dossier. Alors, c'est info, TP, base de données. Ok. Vous le téléchargez, vous le mettez sur votre en local sur votre machine. C'est sur le drive. Non, c'est drive. C'est une faute de frappe. Et pour le moment, là, vous pouvez télécharger l'autre aussi. Ça, c'est comme ça, vous l'aurez sous la main au cas où. Mais sinon, c'est le seul à récupérer, ouais. Et je vais alimenter là pendant le TP, je vais mettre aussi les autres bases de données du cours. Comme ça, vous pourrez aussi vous entraîner avec les bases de données du cours. Ok. Donc du coup, l'idée, ça, le 2.1, en fait, le but, c'est que vous essayez de manipuler, de regarder un petit peu ça, et que vous répondez aux questions au fur et à mesure. Et je vous laisse avancer un petit peu, et puis voilà, d'ici, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, je regarde un peu ce que ça donne. Quentin, donc les tableurs Excel, alors pas les tableurs Excel, parce que Excel, il y a une surcouche logicielle dessus, mais les .csv, oui. En fait, qu'est-ce que c'est un .csv? C'est un tableur. Qu'est-ce que c'est un tableur? C'est une seule table. C'est une table sans relation avec d'autres tables. Une base de données, c'est une super table. C'est un empilement de plusieurs tables qui sont liées entre elles via, par exemple, via le schéma de la base de données, typiquement, avec les clés étrangères, etc. D'accord? Avec l'avantage que si vous utilisez un tableur Excel, si vous avez, par exemple, essayez de me faire un tableur Excel avec la base de données qui contient tous les numéros de sécurité sociale de France, quand vous allez vous promener dedans, ça va être un petit peu lourd. Je ne suis même pas sûr que le tableur Excel accepte d'avoir 65 millions de lignes. Alors que la base de données, elle peut. Donc vous allez pouvoir traiter plus de données en plus. Donc si un jour vous avez besoin, dans votre vie future, de faire un travail dans lequel, je ne sais pas, par exemple, vous devenez un jour patron de PME avec 15 employés, peut-être pas la peine de générer une base de données pour connaître le nom de vos 15 employés. Et puis le jour où finalement vous n'êtes plus patron de PME, mais vous êtes patron d'un grand groupe qui contient 200 000 employés, là ça peut être intéressant de travailler avec une base de données. D'accord? Et vous allez voir que les bases de données, elles sont présentes partout. Par exemple, dans l'éducation nationale, on a un identifiant unique qui s'appelle notre NUMEN, et on est identifié par ce numéro. Donc on est un numéro d'une base de données. C'est déshumanisant, mais c'est comme ça. Donc là, ce que je vous propose, vous essayez de vérifier que vous arrivez à faire le 2-1. D'accord? Moi, je suis en relais derrière. Il y en a qui ont déjà bien avancé, c'est pas mal.
Donc moi je suis en relais derrière. S'il y a des questions, vous les posez dans le chat. Et moi je suis juste derrière. D'accord. Et du coup je vais arrêter le film quand même parce que ça sert à rien que je filme tout ça.